Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation du sommet de la MPR 2024 par le docteur Guillaume Bollé. Dans cette session, le docteur Bollé répondra aux questions les plus courantes sur la maladie polykystique de rein pour notre communauté francophone. Je m'appelle Alexandra Labelle et je suis bénévole à la Fondation canadienne de la MPR et je suis également atteinte de la MPR. Si vous avez des questions au cours de la présentation d'aujourd'hui auxquelles vous aimeriez que le docteur Bollé réponde, n'hésitez pas à les poser dans la zone de questions et réponses ou tout simplement dans les commentaires. La présentation d'aujourd'hui est enregistrée et la vidéo sera téléchargée sur le canal YouTube de la Fondation canadienne dans les semaines à venir. Donc maintenant, aux présentations. Le docteur Guillaume Bollé est néphrologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CHUM, et à l'Institut de recherche clinique de Montréal, l'IRCM. Il dirige la clinique de maladies rénales rares à l'IRCM qui évalue et traite les patients atteints de diverses maladies rénales, dont la polykystose rénale. Il a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de collaborer avec la Fondation pour la MPR pour l'organisation de forums, d'information et de discussions sur la MPR. Bienvenue, docteur Bollé, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Alexandra, et merci à toutes les personnes qui sont là. Je veux aussi remercier la Fondation parce que je suis très honoré et heureux d'avoir ce moment pour faire une petite présentation et surtout une interaction sur le sujet de la polykystose, qui est quelque chose qui, bien sûr, me tient à cœur. J'ai essayé dans ma présentation d'inclure un certain nombre de questions que je vois, les patients me posent fréquemment ou leurs familles quand ils viennent me voir à la clinique, puis aussi certaines questions qui m'ont été transmises par la Fondation. Mais bien entendu, j'espère que vous aurez aussi d'autres questions et je ferai de mon mieux pour y répondre à la fin. Je veux signaler que dans mes conflits d'intérêts, comme je m'intéresse à la polykystose, la première partie, la première chose que nous allons aborder, c'est comment on fait le diagnostic de maladie polykystique de MPR. Alors, euh, les personnes qui ont reçu un tel diagnostic ont peut-être eu des expériences variées parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Parfois, il y a des gens chez qui on va trouver des kystes de façon un peu par hasard, là, parce que à notre époque, ça arrive quand même assez souvent qu'on ait une échographie, même parfois, mettons une échographie pendant une grossesse ou une échographie pour des petites douleurs ou pour autre chose. Et puis, parfois, il n'y avait pas beaucoup, voire aucun symptôme, et puis on tombe sur des kystes, et donc ça mène ensuite au diagnostic. Des fois, il y a un contexte d'une maladie familiale, polykystose, qui est connue. Et puis parfois, on découvre la polykystose alors qu'il y avait des symptômes comme du sang dans l'urine, des douleurs ou une pierre au rein, ce qu'on appelle une lithiase ou une infection. Donc les circonstances sont assez variées. Parfois, c'est le médecin qui va palper des gros reins ou qui a fait des investigations parce qu'il y avait de la haute pression ou ça arrive aussi parfois devant des tests de laboratoire anormaux, tels que par exemple du sang dans l'urine ou une insuffisance rénale. Donc au total, situation très variée, puis un diagnostic qu'on peut faire parfois vraiment à tout âge, je dirais même de l'enfant jusqu'à des gens qui sont proches de l'âge de la retraite parfois, hein. Alors comment on confirme le diagnostic? D'abord, quelque chose que je veux rendre clair, si ça ne l'est pas, c'est que c'est pas parce qu'on a des kystes, c'est même pas parce qu'on a beaucoup de kystes que ça veut dire qu'on a une maladie polykystique rénale génétique autosomique dominante ou même une autre forme génétique. Il y a des situations où il y a des kystes qu'on appelle des kystes simples et des kystes simples donc non génétiques, ça se peut parfois qu'on en ait plusieurs. Il y a aussi d'autres maladies kystiques qui peuvent être génétiques ou non génétiques. Et puis, bon, c'est un sujet vaste, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais retenez déjà peut-être ce petit message.
Et les examens d'imagerie, l'examen de base, celui qui généralement est suffisant, c'est l'échographie, donc qui va montrer des reins augmentés de volume et avec de nombreux kystes dans la forme typique, mais à un stade un petit peu plus précoce, quelqu'un qui serait jeune, voire même peut-être chez un enfant, il peut y avoir seulement un tout petit nombre de kystes et puis des reins qui sont d'une grosseur qui est normale. Alors, il y a parfois d'autres tests qui vont être faits ou qui sont le premier test fait. On peut voir aussi les kystes sur un scan ou sur une résonance magnétique. Mais je dirais qu'en première intention, généralement, on n'a pas besoin de faire ces examens-là d'emblée pour affirmer que quelqu'un a un tableau de maladie polykystique rénale. Des fois, mais pas chez tout le monde, on va avoir un recours à des tests génétiques. Mais si jamais vous avez la polykystose et puis que vous dites, mais on ne m'a pas fait de test génétique, ben, sachez qu'on n'a pas besoin de les faire chez tout le monde. Et puis, c'est pas mal de ne pas les avoir fait. C'est juste que des fois, dans des cas un peu particuliers, ça peut être utile, mais c'est loin d'être nécessaire dans tous les cas. En général, le tableau clinique et radiologique nous permet de faire le diagnostic et d'avoir tout ce qu'il nous faut pour donner des bons soins aux patients. Alors, on peut avoir des gros reins avec beaucoup, beaucoup de kystes, mais heureusement, garder une fonction rénale normale. Il n'y a pas de corrélation stricte entre le nombre de kystes, la grosseur des reins et puis la fonction rénale. Donc, quand vous allez avoir votre suivi médical, ça va être important quand même d'estimer quel est le retentissement de la maladie sur la fonction rénale. Alors, ce qu'on appelle la fonction rénale, en réalité, il y a plusieurs fonctions des reins, parce que les reins, ils servent à plusieurs choses. Mais leur principale fonction, disons que c'est d'éliminer les déchets de l'organisme. Et il y a un petit déchet, si on peut dire, qui s'appelle la créatinine, eh bien, qui est éliminé par les reins. Alors, si vos reins fonctionnent un peu moins fortement, eh bien, le taux de créatinine va avoir tendance à augmenter. Alors, à partir du taux de créatinine, on peut calculer avec une formule mathématique ce qu'on appelle le DFG, le débit de filtration glomérulaire. Vous voyez ça, c'est rendu sur toutes les feuilles d'analyse médicale. Et donc, c'est même plus intéressant et plus important de considérer le DFG que le taux de créatinine tout seul. Alors, le taux de créatinine, la normale chez quelqu'un de jeune, le DFG, il devrait être plus que 90. On va parler d'altération légère jusqu'à 60. Et puis après, une diminution qui va être modérée à légère, plus sévère. Et puis, on va parler d'une altération sévère en dessous de 30. Et puis, quand on est rendu à un DFG en dessous de 15, et ben là, j'aime pas le. Et puis, on tend à moins employer ce terme d'insuffisance rénale chronique terminale, parce que terminale, c'est pas tout à fait exact, et puis c'est un terme péjoratif, mais disons que c'est une insuffisance rénale chronique on est proche du moment où il va falloir réfléchir à une solution pour remplacer le fonctionnement des reins. Donc ça, c'est quand on est rendu en dessous de 15. Donc, par exemple, les gens qui vont être en dessous de 15, c'est des gens qui vont s'approcher d'avoir besoin de recourir à la dialyse ou à la greffe de rein. Alors, c'est pour ça que quand on s'approche du stade 5, il faut pas attendre et il faut commencer à discuter, recevoir une information, réfléchir avec l'équipe soignante, avec sa famille sur la greffe et la dialyse qui risquent malheureusement de devenir nécessaires à un moment donné. Alors, des fois, même souvent ou constamment, on prescrit des tests urinaires. Alors, ils servent à quoi ces tests urinaires? C'est parfois une question qui revient. Alors, notamment, quelque chose qui est important, c'est de mesurer la quantité de protéines ou d'albumine dans vos urines, parce que ça aussi, ça renseigne sur la santé rénale et puis ça peut nous donner des informations pour donner certains types de médicaments. Ça peut permettre, dans certains cas, d'identifier une infection urinaire. Ça permet d'évaluer les habitudes alimentaires parce qu'on peut savoir si la personne mange beaucoup de sodium, beaucoup de protéines à partir des tests urinaires. Donc, ça peut nous aider. Et puis, de donner des recommandations diététiques un peu sur mesure en fonction de ça. Donc, ça va prendre une collecte d'urine de 24 heures. Chez les gens qui ont fait des pierres aux reins, des lithiases, la collecte de 24 heures aussi va nous donner des informations pour comprendre c'est quoi dans ce cas précis, pourquoi est-ce que cette personne-là, elle a tendance à refaire des pierres aux reins. Parfois, ça va être parce qu'il y a trop de calcium dans l'urine ou parce que l'urine est trop acide ou des choses comme ça. Et ben, de le savoir, ça va nous permettre de donner des bons conseils pour éviter que ça recommence, bien sûr.
Et puis, chez les personnes qui reçoivent du tolvaptan, ça peut aussi nous permettre de voir si l'urine est suffisamment diluée. On parlera du tolvaptan tout à l'heure. Alors, ces tests-là, leur fréquence, la répétition, bien sûr, elle est déterminée en fonction de chacun, notamment avec le néphrologue. Alors, je vous ai dit qu'on ne faisait pas des tests génétiques chez tout le monde, mais il n'empêche que chez la maladie polykystique rénale, en réalité, le nom complet, c'est autosomique dominante. Ça veut dire que c'est une maladie qui est génétique et puis qui se transmet de génération en génération. Alors, ce qui se transmet, c'est une anomalie dans un gène. Un gène, c'est une sorte de tout petit livre qui donne une information sur comment fabriquer une protéine. Alors le gène PKD1, il dit comment fabriquer la protéine PKD1, et puis le gène PKD2, il dit comment fabriquer la protéine PKD2. Et malheureusement, si la protéine PKD1 est fabriquée d'une façon qui est anormale, eh ben, ça va entraîner une polykystose. Pareil avec PKD2. Alors la différence entre les deux, c'est que PKD2, c'est moins souvent, c'est la forme moins fréquente, mais c'est aussi la forme moins sévère avec une évolution qui est plus lente et puis une préservation beaucoup plus longue, souvent de la fonction rénale. Si on a PKD1 qui est la forme la plus courante, c'est pas la catastrophe non plus nécessairement, parce que la sévérité est variable et c'est pas tous les gens qui ont une anomalie de PKD1 qui vont avoir la forme très sévère de la maladie. Seulement qu'en règle générale, PKD1 est moins bon que PKD2. Il faut savoir aussi que la génétique ne détermine pas tout, parce que dans une même famille, eh ben, il peut y en avoir qui vont être atteints d'une façon plus ou moins importante, développer une insuffisance rénale à un âge plus ou moins jeune, alors qu'ils sont porteurs de la même anomalie génétique. Ça veut dire que, bien entendu, heureusement, on ne se résume pas à nos gènes, et puis en prenant soin de sa santé, en faisant un bon suivi notamment, eh bien, on va être capable d'influencer positivement le cours de la maladie. Comme je l'ai dit, en général, ça ne va pas changer fondamentalement le traitement de savoir si on est PKD1 ou PKD2. Et puis, en dehors de cas particuliers, on n'a pas besoin de faire le test génétique chez un patient donné pour décider du meilleur traitement. Alors, il y a plusieurs formes de maladies génétiques. Là, je ne parle pas que de la polykystose, parce qu'il y en a qui se transmettent différemment. Il y a vous savez qu'on a tous nos gènes en double, hein. En fait, on a deux gènes PKD1, deux gènes PKD2, on a tous nos gènes en double. Et dans certaines maladies, on va être malade si on a les deux gènes qui sont anormaux. Mais dans d'autres maladies, il suffit d'en avoir un seul qui est anormal pour être malade. Alors dans la polykystose, c'est ça qui se passe. Si vous avez un gène PKD1 qui est normal et un autre qui est pas normal, c'est-à-dire qu'il y a une mutation, ben malheureusement, vous allez développer la maladie. Alors, quand je vous ai dit, on a chacun nos deux versions d'un gène. Et puis, quand il y a un couple qui a des enfants, eh bien, le père et la mère donnent chacun un de leurs gènes à leurs enfants. Donc, les enfants, ils sont comme leurs parents, ils ont deux gènes, mais il y en a un qui vient du papa et un qui vient de la maman. Alors, si par exemple, le papa a une mutation de PKD1, bah, il y a une chance sur deux qu'ils transmettent cette mutation à ses enfants. Avec un peu de chance, il va leur transmettre la copie de PKD1 qui est normale, mais il y a une chance sur deux qu'ils leur transmettent la mauvaise copie, si on peut dire. Et donc, bah, statistiquement, dans une descendance, bah, il y a la moitié des gens qui vont en hériter. Donc, vous voyez, par exemple, cette famille-là, eh ben, il y a quatre enfants. Et vous voyez qu'il y a la moitié des enfants là, qui ont hérité du mauvais PKD1. Puis l'autre moitié, ils ont hérité du bon PKD1 du papa. Alors évidemment, c'est juste le hasard, parce qu'il y a aussi des couples qui vont avoir quatre enfants, et puis il y en a zéro qui vont être atteints. Et puis, il y en a qui vont avoir trois enfants atteints. Donc ça, c'est juste le hasard. C'est que chaque enfant, il a une chance sur deux. Alors, les enfants atteints, bien entendu, bah, à la génération suivante, ils ont 50% de risque de transférer aussi l'anomalie et donc la polykystose à leurs propres enfants. Alors, tout ça pose la question, quand il y a quelqu'un qui a la MPR, est-ce que on doit rechercher cette maladie-là chez les gens qui, basés sur l'arbre généalogique, seraient à risque de l'avoir? Parce que, par exemple, si on me trouve à moi la MPR, eh ben, mes parents, même si ce n'était pas connu, logiquement, il y a des chances qu'il y en ait un des deux qui l'ait.
Mes enfants, ils ont tous un risque de 50% de l'avoir. Chacun de mes frères et sœurs, théoriquement, ils ont un risque de 50%. Alors la question se pose, c'est quelque chose qui est très courant, est-ce qu'il faut rechercher ça chez les autres membres? Alors, il faut avant tout bien discuter, bien expliquer qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les bénéfices et les inconvénients de se faire dépister, quels sont les tests qu'on va faire, et puis on va voir que de toute façon, on fera des recommandations à tout le monde. Alors, c'est quoi les avantages et les inconvénients du dépistage? Des gens qui se disent, bah, moi, je voudrais pas faire l'autruche, là, si j'ai une maladie, j'ai envie de le savoir, il faut absolument que je sache. Alors, bien sûr qu'il y a des avantages. D'abord, bah, si on vous dit que vous n'avez pas la maladie, bah, c'est bon, là, vous passez de 50% de risque à 0%, on dit que vous n'avez pas la maladie. Donc, on vous réassure si le dépistage est négatif. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Alors ensuite, l'avantage, c'est que si malheureusement on a la maladie, bah, effectivement, il y a quand même des avantages à le savoir. On va pouvoir recevoir une bonne information, on va pouvoir faire des choix en connaissance de cause, on va renforcer les habitudes de vie bénéfiques, on va être plus attentif au niveau du suivi médical, bien sûr, et puis toutes les interventions médicales qui sont nécessaires, on pourra les mettre en place plus tôt. Alors ça, c'est très important. Et puis dans une famille où il y a une personne qui serait rendue qu'elle aurait besoin d'une greffe, peut-être qu'il y a des gens dans la famille qui vont lever la main pour lui donner un rein, ça c'est super. Mais bien entendu, ça va être important de s'assurer que ces personnes-là n'ont pas eux-mêmes la polykystose, parce qu'on ne va pas leur faire donner un rein s'ils ont la polykystose. Donc, tout ça, c'est les situations, les pour. Alors, les contre, c'est quoi? C'est que d'abord, bah, il y a malgré tout des gens qui préfèrent ne pas savoir. Il y a un poids psychologique au diagnostic et il y en a qui préfèrent ne pas savoir. Il peut y avoir un impact sur, une fois qu'on a le diagnostic de la maladie, sur les assurances, sur l'emploi. Il y a le fait qu'il y en a qui vont se dire, bah, au fond, à quoi ça sert de se faire dépister? Parce que oui, il y a peut-être des choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas me guérir. Si j'ai la polykystose, on ne pourra pas me l'enlever. Alors c'est vrai, mais il faut tenir compte quand même qu'on peut améliorer les choses. Parfois, mais c'est peut-être moins le cas, heureusement, parce que la plupart des gens sont couverts par les assurances et tout ça, mais il y a quand même des frais qui sont liés aux tests, aux examens, aux procédures médicales. Et puis, il y a aussi, donc, on pourrait le mettre un petit peu dans les contres, le fait qu'il y a des limites à l'imagerie, c'est-à-dire que, notamment chez un sujet qui est très jeune, ben, même si on fait par exemple une échographie et qu'elle est normale, on ne peut pas pour autant exclure à 100% que cette personne n'a pas la polykystose. Peut-être qu'en fait, elle est trop jeune pour avoir commencé à faire des kystes, mais qu'elle en fera plus tard. Alors, notamment, ça, c'est quelque chose qui est vrai chez les personnes qui sont plus jeunes que 30 ans et chez les jeunes adultes. Donc, de faire simplement l'échographie, c'est rassurant si l'échographie est normale, mais peut-être qu'il faudra la répéter plus tard. Et c'est seulement quand on est plus que 30 ans qu'on va pouvoir vraiment rassurer les gens s'ils n'ont pas de kyste. Alors, est-ce qu'il faut dépister la MPR chez les enfants? Ça, c'est une question qui revient souvent et qui est une source d'inquiétude, c'est normal. Alors, c'est pas obligé de dépister les enfants et même il y a beaucoup de médecins qui suivent des patients avec polykystose qui vont recommander de ne pas le faire pour notamment les raisons un petit peu de poids psychologique, de se dire bah, l'enfant il est tout jeune, il était tout innocent, pendant des années et des années il n'aura aucun symptôme même s'il a polykystose, et puis ça pourrait paraître un petit peu lourd de lui dire ah bah ça y est on a trouvé chez toi la maladie que tu auras toute ta vie. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est lourd, peut-être pour l'enfant, peut-être pour les parents aussi. Alors, néanmoins, avant de décider, je pense que le plus important, c'est que les parents, ils prennent la meilleure décision pour leur enfant. C'est sans doute eux qui sont mieux placés pour le faire. Et pour ça, il faut qu'ils reçoivent une information complète, qu'ils comprennent bien qu'est-ce que ça implique, c'est quoi la polykystose, à quel âge ça va évoluer et tout ça, puis c'est quoi les bénéfices et c'est quoi les inconvénients du dépistage. Alors, à l'issue de tout ça, il y a deux attitudes raisonnables et puis j'ai envie de les mettre à la même hauteur. Elles sont aussi raisonnables l'une de l'autre. Il y a des parents qui vont choisir qu'on va faire un dépistage de la MPR. Alors, ça peut être d'abord une échographie, mais ou parfois d'autres tests d'imagerie. Mais encore une fois, j'ai dit qu'il pouvait y avoir des limites si c'est normal. Parfois, va recourir à des tests génétiques. Ça peut être une des circonstances où c'est utile, donc une prise de sang généralement.
Et puis, l'attitude numéro 2, l'autre option, c'est de dire que bon, on va pas dépister la MPR chez les enfants, on va préférer ne pas savoir s'ils l'ont ou s'ils l'ont pas. Mais on va se dire, par contre, je voudrais pas leur faire perdre une chance s'ils l'avaient vraiment. Alors, ce serait quoi le problème de pas savoir s'ils ont la MPR ou pas, puis qu'ils l'aient en réalité? Le principal problème, c'est que les enfants qui ont la MPR, ils ont plus de risques que les autres enfants d'avoir de l'hypertension artérielle. Donc, ce qu'on va recommander, ça va être que les enfants, bon, il y a un doute, peut-être qu'il a la MPR, peut-être qu'il l'est pas. Dans tous les cas, on va recommander que plus souvent qu'un autre enfant, il y a un médecin qui vérifie que sa pression artérielle est belle. Et puis, on pourrait aussi faire un petit test dans les urines de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas de protéines. Ça, c'est des recommandations qui ont été faites dans une réunion, un consensus d'experts sur cette question-là du dépistage. Puis, bien sûr, bah, c'est la responsabilité des parents de donner l'information à leurs enfants quand ceux-ci vont atteindre l'âge où ils peuvent comprendre tout ça, puis l'âge de la majorité. Alors, chez un sujet à risque, en général, là je quitte le sujet des enfants, on va faire généralement l'examen le plus simple et suffisant, c'est une échographie, donc c'est simple et c'est accessible, plus rarement une résonance magnétique, et puis plus rarement des tests génétiques. Les tests génétiques peuvent être intéressants quand même si par exemple on en a déjà fait chez quelqu'un dans la famille, qu'on sait quelle est l'anomalie génétique, bah, c'est pas très difficile de tester chez les autres membres s'ils sont porteurs ou pas de cette anomalie génétique. Je ne vais pas trop rentrer dans la complexité dans les tests génétiques. Sachez que ce n'est pas l'option numéro un dans le plus souvent. Alors voilà un petit peu pour le diagnostic et le dépistage, mais sachez que pour les personnes qui ne souhaitent pas être dépistées de la MPR, mais qui seraient à risque, donc on n'est pas sûr, même quelqu'un à l'âge adulte, ben, on va dire OK, mais on vous conseille quand même de vérifier souvent votre pression. Ce serait raisonnable quand même de faire une prise de sang, s'assurer et test urinaire de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas un signal d'une maladie rénale. D'avoir un mode de vie sain, bah, vous allez me dire, ça c'est recommandé chez tout le monde, mais peut-être chez ces gens-là encore plus. Et puis, être un petit peu vigilant, si jamais ils avaient du sang dans l'urine, des douleurs, des choses comme ça, bah, là, ça inciterait à faire des examens et puis à voir pour de bon s'ils ont une MPR en faisant donc à ce moment-là des tests d'imagerie. Donc, voilà les recommandations qu'on donnerait aux gens qui ne souhaitent pas subir un dépistage. Alors, comment va se faire l'évolution de la MPR au cours de la vie? Ben, vous le savez sans doute qu'au début de la vie, il y a peu ou très peu ou pas de kystes, et puis les kystes, au fur et à mesure, ils vont apparaître, et les reins vont avoir de plus en plus de kystes, et puis devenir de plus en plus gros. Pendant très longtemps, en revanche, le fonctionnement des reins en termes d'éliminer les déchets de l'organisme, en termes d'avoir le fameux DFG et le taux de créatinine qui reste dans les limites de la normale, mais tout ça reste sous normal pendant longtemps, longtemps. Et puis, à un stade plus tardif, quand il y aura déjà beaucoup, beaucoup de kystes, la créatinine va augmenter, ce qui traduit la diminution du fonctionnement rénal. Donc tout ça, c'est un rythme qui est une vitesse qui est variable d'un individu à l'autre, y compris, je le redis, au sein d'une même famille. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la MPR évolue trop vite? C'est des choses, vous allez me dire, c'est évident tout ce que je vais vous dire, mais c'est pas parce que c'est évident que c'est pas super, super important. Il y a des gens qui parfois qui ont l'impression que le plus important pour soigner une maladie, c'est de prendre des médicaments. Mais moi, je pense que d'avoir une diète saine, un poids santé, faire de l'exercice, ne pas fumer, c'est des choses, ça vaut plus ou peut, je sais pas plus, mais en tout cas, ça vaut autant que beaucoup, beaucoup de médicaments. C'est extrêmement important, y compris dans la polykystose. On va aussi recommander donc un contrôle très strict de la pression artérielle. C'est particulièrement bénéfique dans cette maladie-là. Avoir une bonne hydratation. Le café, alors souvent c'est quelque chose peut-être dont vous avez entendu parler, on dit qu'il faut pas boire trop de café. Alors, je peut-être, voilà. Sur le café, c'est pas très clair en fait, parce que il y a des arguments un peu de recherche, des choses un peu expérimentaux que
on a l'impression que la caféine, ça pourrait avoir un mauvais effet sur la MPR. Mais dans la vraie vie, chez des patients qui ont la maladie, c'est pas vraiment montré que de boire du café, ça va vous rendre plus malade. Donc, ce qui est raisonnable, c'est surtout de dire qu'on va en consommer avec modération. Puis si vous préférez boire autre chose, c'est encore mieux. Mais si vous aimez boire du café, puis ça, c'est quelque chose que je comprends, parce que moi, je bois pas mal de café, eh ben, on vous recommande de boire ça en quantité quand même modérée. Alors, pour ce qui est de l'hydratation, chez, en tout cas, les personnes qui ont une fonction rénale qui est bonne, eh bien, c'est recommandé de boire, essayer de boire 3 litres par jour en général, parce que ça limite notamment le risque de faire des pierres au rein et ça pourrait peut-être ralentir la progression de la MPR. Alors, on n'est pas certain à 100% des bénéfices, mais c'est logique de le penser. Il y a des tas de choses qui le suggèrent. Et puis, finalement, en général, c'est assez bénin de boire 3 litres par jour. Donc, si on y arrive, il y a plutôt tout un bénéfice à le faire. Alors, bien entendu, si on a des problèmes type insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale importante, certains médicaments dans des circonstances particulières, ça peut poser des problèmes de boire beaucoup. Donc dans ces cas-là, il faut un conseil médical, mais je dirais que ce que je vous dis, c'est un peu le cas général. Alors, il faut avoir en tête aussi que la santé rénale, elle est très étroitement liée à la santé cardiovasculaire. Donc, si vous prenez soin de vos reins, vous allez prendre soin de votre système cardiovasculaire et inversement. Donc, il y a l'association américaine de cardiologie qui a les 8 règles essentielles pour vivre en bonne santé que je pense qu'ils sont très importants de garder en tête. Et puis c'est aussi important de garder ça en tête que de prendre ces pilules. Bien manger, faire de l'activité physique, ne pas fumer, bien dormir, contrôler le poids, contrôler le cholestérol, contrôler le sucre, contrôler la pression artérielle. Je vous promets que tout ça, c'est des choses super importantes qui vont faire une différence au bout de la ligne. Alors, la diète, c'est très important chez tout le monde, bien entendu, mais en particulier chez les gens qui ont la MPR ou une maladie rénale. Parce qu'on va ça va aider à bien maintenir la pression artérielle sous contrôle, ça va limiter le risque de diabète, ça va limiter le risque de faire des pierres au rein. Les personnes qui ont la polykystose, ils ont plus de risque de faire des pierres au rein. Donc, vous voyez, avec une bonne diète, on résout plein de problèmes. On prévient plein de problèmes. Alors, en général, on va recommander aux gens de limiter le sodium. La meilleure diète en termes de santé en général, celle qui a fait le plus ses preuves, je dirais en médecine en général, et puis je pense que c'est vrai aussi chez les personnes qui ont des maladies rénales, c'est tout ce qui va ressembler à la diète méditerranéenne ou ce qu'on appelle la diète DASH, qui est une diète pour stopper l'hypertension. Si vous allez sur Internet, vous pourrez regarder tout ça et vous verrez que c'est pas des choses qui sont révolutionnaires, mais c'est vraiment la bonne façon de manger avec beaucoup de fruits, de légumes, limiter certains gras, limiter le sodium, etc. Alors ça va nous aider à maintenir un poids santé. Ça peut être intéressant aussi de consulter parfois un ou une nutritionniste ou de consulter les ouvrages. Là, il y a des bons ouvrages qui sont faits notamment par des nutritionnistes québécois pour les patients qui ont des maladies rénales. Donc ça, je vous recommande vivement là. Et puis en plus, c'est une diète qui est bonne pour le goût. Alors, est-ce qu'il y a d'autres diètes qui seraient importantes? Alors, il y a parfois l'idée de, puis ça, c'est un peu des choses qu'on recommandait il y a longtemps, là, de faire des limitations strictes en protéines. Mais c'est pas quelque chose en réalité qui est bon à recommander chez la plupart des gens. On va plutôt recommander d'avoir des apports modérés, mais normaux en protéines. Au niveau de la diète cétogène, ça c'est une question qui revient de plus en plus parce que récemment il y a des études expérimentales qui disent que dans la polykystose, peut-être que la diète cétogène, ça pourrait limiter l'évolution de la maladie. Donc ça c'est très intéressant parce que si on pouvait suivre une diète qui empêche que la maladie évolue, bien sûr on la recommanderait à tout le monde. Il faut quand même faire attention parce que je crois qu'à l'heure actuelle, on a besoin de davantage de données pour être sûr que cette diète est efficace et qu'elle ne présente pas de risques ou d'inconvénients pour les personnes qui ont la polykystose. Je dirais pas qu'elle est formellement déconseillée, mais je dirais quand même personnellement qu'un petit peu de prudence. Je ne sais pas si actuellement on a suffisamment de données pour la recommander de façon large. Peut-être que, il peut y avoir des inconvénients avec cette diète, par exemple sur le risque de pierre au rein. Peut-être qu'il peut y avoir
des risques de certaines carences en nutritionnelles. Donc, si on veut aller vers une diète comme ça, je pense que c'est prudent de le faire avec une nutritionniste, mais en général, je pense qu'à l'heure actuelle, un excellent choix, ça peut être de suivre la diète méditerranéenne. Alors la pression artérielle, c'est important chez tout le monde, mais c'est très important en particulier chez les personnes qui ont la MPR. Et puis une étude qui est importante qui a montré que le contrôle strict, notamment chez les personnes jeunes, ça avait des bénéfices sur l'évolution de la maladie. Il y a des bénéfices cardiovasculaires à contrôler strictement la pression aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ben, là encore, limiter le sodium. L'activité physique, c'est quelque chose qui va aider à faire baisser la pression. Donc, c'est très important, ça aide beaucoup de le faire. Et puis, bien entendu, si la médication est indiquée, la prendre régulièrement. On va encourager les personnes à faire de l'automesure à domicile, donc d'avoir leur propre tensiomètre acheter en pharmacie un bon tensiomètre qui est validé et de pouvoir faire un suivi de sa pression, s'assurer qu'elle est sous contrôle. Et on va définir la cible avec son médecin, puis ça va aider à ajuster la médication si besoin. Alors, ce que je vous ai donné là, c'est des choses qui sont super importantes et puis qui s'appliquent à tous les patients qui ont la polykystose. Alors maintenant, est-ce qu'il y a d'autres traitements? Parce que vous allez me dire, là, c'est bien tout ça, mais est-ce qu'il y a pas une pilule ou des pilules qui agiraient directement sur la progression des kystes et la préservation de la fonction rénale? Alors, il y a eu beaucoup d'essais cliniques parce que pour qu'un médicament soit accepté, il faut qu'on soit sûr qu'il est bénéfique et puis qu'il ne présente pas de risque. Puis ça peut paraître facile, mais c'est difficile parce qu'en réalité, il faut faire ça dans le cadre d'essais cliniques où on fait une comparaison rigoureuse entre le nouveau médicament et puis les traitements habituels. Actuellement, il y a un seul médicament qui est approuvé au Canada parce qu'il a montré qu'il avait ce bénéfice prouvé. Alors, c'est le tolvaptan, donc le Ginarc. Il y a beaucoup de recherches et d'essais cliniques qui se poursuivent et il faut bien sûr espérer que dans les prochaines années, il y aura d'autres médicaments qui vont être validés de la même façon que le Ginarc et espérons qu'ils seront plus efficaces encore. Alors, comment ça marche le Ginarc? Pour faire ça un petit peu simplement, il y a quelque chose qui s'appelle la vasopressine qui se met sur ce qu'on appelle le récepteur V2R. Et puis, cette vasopressine, elle fait que quand il y a de la vasopressine, eh ben, ça fait qu'on fait moins pipi, les reins réabsorbent l'eau et donc le volume d'urine est diminué. Le problème, c'est que cette vasopressine, elle a aussi tendance chez les gens qui ont la polykystose, à faire augmenter les kystes et à progresser la MPR. Alors, si on donne le tolvaptan, on bloque ce système de vasopressine V2R, récepteur, et donc ça va faire qu'on va ralentir un petit peu la croissance des kystes et la progression de la MPR. Mais malheureusement, eh ben, on ne peut pas empêcher que ça va faire que nos reins ils vont beaucoup diminuer la réabsorption de l'eau. Et donc, de façon obligatoire, chez tous les gens qui prennent du tolvaptan, le prix à payer, ça va être de faire pipi beaucoup et de boire beaucoup en conséquent pour ne pas se déshydrater. Alors ça, c'est pas facile. Alors, il y a quand même, comme je vous dis, deux études cliniques importantes qui ont évalué le tolvaptan. Puis ces deux études ont montré que ça ralentissait l'augmentation du volume des reins, que ça ralentissait la perte de fonction rénale, c'est-à-dire que le DFG diminue moins vite, et que ça diminuait les douleurs liées au kyste. Alors ça, c'est très positif quand même. Et puis, il y a beaucoup de médicaments qui avaient été testés qui n'ont pas réussi ça. Donc c'est quand même bien, mais malheureusement, c'est pas une guérison complète de la MPR. Alors ce médicament, il va être bénéfique et on va le recommander seulement chez les personnes qui ont un risque de progresser rapidement. Quelqu'un qui a une forme légère, on ne sait pas s'il y a un gain et après, c'est pas assez incertain qu'il y ait un gain à prendre du tolvaptan. Donc on ne va pas leur infliger, je dirais, les effets secondaires et tout ça du traitement alors qu'il n'y aurait pas de bénéfice démontré pour eux. Alors, les inconvénients, c'est le fait qu'on va uriner beaucoup et c'est aussi le risque qui est petit. Il y a un petit risque de toxicité au niveau du foie. Alors, pour ça, pour être sûr que les gens n'ont pas une toxicité grave au niveau du foie, eh ben, on va faire des prises de sang pendant les 18 premiers mois. On va les répéter à tous les mois
pour être sûr que le bilan du foie, bilan hépatique, reste normal. Donc c'est un petit peu contraignant aussi de ce côté-là. Il y a des enjeux de coût, le médicament coûte cher, il y a des enjeux, donc il faut que ce soit payé par l'assurance ou par la RAMQ, et donc qu'on obtienne le remboursement de ça. Donc tout ça complique un petit peu les choses. Alors, on va le recommander chez les personnes qui ont des très gros reins, chez les gens qui ont d'autres facteurs de risque, tels que... Alors, chaque facteur n'est pas suffisant. C'est l'ensemble du tableau qu'on va considérer. Donc, très gros reins, une histoire familiale qui est quand même sévère, avec des apparentés qui se sont retrouvés, par exemple, en dialyse à un âge jeune. Ou alors, si on voit chez une personne que, bah, elle a une polykystose et puis que sa fonction rénale se détériore rapidement, tout ça, ça va être des choses qui vont nous pousser à proposer ce tolvaptan en expliquant bien les inconvénients et la nécessité d'un suivi strict. Par contre, on ne va jamais le proposer chez les enfants, on ne va pas le proposer chez les gens qui ont des formes plus légères. On ne va pas le proposer non plus chez les gens qui ont une insuffisance rénale déjà très avancée. Bien entendu, on ne va pas le proposer chez les gens qui sont en dialyse, qui sont des greffés, ou chez les gens qui auraient une maladie hépatique. Puis pareil, bah, ceux chez qui la tolérance au traitement ou que ça va être difficile, bah, ce pas des bons candidats aussi aux médicaments. Puis tout simplement, puis c'est bien correct, il y a des gens qui préfèrent ne pas le prendre. Et puis, bien entendu, ça n'empêche pas qu'on va faire tout ce que l'on doit faire pour leur santé par ailleurs. Alors, il faut savoir que si on arrête de prendre le tolvaptan, par contre, heureusement, aussitôt, on va arrêter d'uriner une quantité importante. Donc, on peut toujours faire un essai du traitement, voir si des fois, les gens, on leur dit, vous allez peut-être uriner 6 litres par jour. Ouh là là, mais comment je vais supporter ça? Ben, peut-être que vous pouvez essayer. Puis, si c'est aussi simple que ça, si vous ne pouvez pas le supporter, vous arrêterez. Et puis, il faut savoir aussi que même quelqu'un qui le prend au long cours, bah, le jour où il a, je sais pas moi, un voyage en avion, eh bien, bah, peut-être que c'est pas du tout un problème que de l'interrompre pour une période courte et puis de le reprendre après. Bien entendu, si on l'arrête et qu'on le reprend toutes les semaines, c'est plus très intéressant, mais sinon, c'est quelque chose qui est possible. Alors, il faut bien en discuter avec le néphrologue, les avantages et les inconvénients de ce tolvaptan. Alors, on en vient à la question, comment savoir si la MPR risque de progresser rapidement? Alors, il faut savoir que c'est très rare d'avoir besoin de dialyse ou de greffe de rein avant 40 ans. La moyenne est autour de 55 ans dans la forme liée à PKD1 qui est la plus fréquente. Et souvent, moi, les gens, je les vois à un âge plus jeune. Alors, au départ, c'est difficile de prédire comment vont évoluer les choses. Alors, on va se baser sur l'histoire familiale. Si on voit que l'histoire familiale, elle a tendance à être plus sévère, ou si les gens ils ont eu un symptôme à un âge jeune, ou s'ils ont des très gros reins, tout ça, ça va nous inquiéter un petit peu plus. Alors, sans rentrer trop dans des détails compliqués, pour savoir, je vous ai dit que la grosseur des reins, c'est un facteur très important à prendre en compte. Et pour ça, on va avoir besoin de quelque chose de plus précis que l'échographie. Je vous ai dit, l'échographie, elle est super pour faire le diagnostic. Mais pour savoir ensuite si la maladie risque de progresser rapidement, on va avoir besoin de mesurer précisément avec un scan ou une résonance magnétique les reins. Et puis, en fonction de la grosseur des reins à un âge donné, on va pouvoir vous dire si vous êtes dans la catégorie A, B, C, D ou E. Alors A, c'est le feu vert, tout va bien. Ok, vous avez une polykystose, mais franchement, vos reins sont vraiment très peu gros pour quelqu'un qui a la polykystose. Eh bien, vous avez une forme légère, je vous rassure, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, on va prendre soin de vous, mais la maladie devrait évoluer très lentement. Le message est quasiment le même pour les B. Par contre, si je vois quelqu'un en classe E ou D, et ben, je vais leur dire, bah, écoutez, là, c'est quand même un peu plus embêtant parce que vous êtes à votre âge, là, vos reins ils sont déjà très gros, donc vous êtes à risque malheureusement d'une progression rapide. Donc, il va falloir vraiment qu'on fasse qu'on soit très vigilant sur toutes les mesures pour ralentir, et ça peut inclure peut-être de proposer le tolvaptan à cette personne. Les gens qui sont classe C, disons que ça va être un peu entre les deux, donc on va prendre l'ensemble des facteurs, bien sûr, en considération. Alors, pour vous donner trois petits exemples, on a deux patients de 32 ans, puis un de 45 ans qui ont un diagnostic de MPR. Madame A, elle a une fonction rénale normale. Madame C, elle a une fonction rénale normale. Et puis Madame B, elle est un petit peu plus âgée, mais sa fonction rénale est un peu plus diminuée. Eh ben, on va leur faire
un volume des reins et on va voir qui, par exemple, Madame A, elle est classe B et puis Madame B, elle est A. Alors Madame A, pardon, la deuxième patiente, sa fonction rénale est légèrement diminuée, mais en fait, elle a des reins qui sont pas très augmentés de volume. Donc je vais la rassurer. Vous avez une progression lente, très probablement, donc pas besoin de tolvaptan. Et puis par contre, l'autre, le C, tout à droite, ben, il est jeune, ses reins fonctionnent normalement, mais classe E, progression rapide probable, donc peut-être qu'on va considérer de vous offrir le tolvaptan. Voilà. Alors, quand les reins fonctionnent plus, il faut envisager des choses effectivement comme la dialyse, comme la greffe de rein. Alors, il y a différentes modalités de chaque et c'est important de recevoir assez tôt une information complète sur tout ça, en sachant que la meilleure option vers laquelle on peut se diriger, c'est la greffe à donneur vivant. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une personne vivante qui vous donne un rein. Alors, l'hémodialyse, vous savez, on est branché à une machine d'hémodialyse. Ça peut se faire dans un centre de dialyse ou à la maison chez certains cas, mais c'est quand même assez complexe, mais ça peut se faire à un rythme variable, souvent 3 fois semaine. La dialyse péritonéale, c'est un traitement qui peut se faire à la maison. Là, ça marche pas en se branchant à une machine, mais simplement on a un petit tuyau qui reste au niveau du ventre qu'on cache avec un pansement, ce qu'on appelle un cathéter. Et puis, on va l'utiliser pour instiller dans le ventre un liquide qui va se charger des déchets. Et puis, on va vider la poche. Vous voyez, la poche bleue, elle est propre. Et puis après, ça va se vider. On va l'enlever. Enfin, ça va se drainer la poche jaune, disons que ce qui est sale. C'est plein des déchets de l'organisme. Et donc, on élimine les toxines de cette façon. Alors ça, l'avantage, c'est qu'on peut le faire à la maison. L'inconvénient, c'est que ça se fait de façon quotidienne. Il y a des gens qui font ça avec une petite machine qui s'appelle un cycleur, et donc ça permet notamment de le faire la nuit, ça peut être intéressant. La greffe, je le redis, c'est vraiment la meilleure option. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la greffe je voudrais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'on va manquer de temps. Qualité de vie, bénéfices pour la santé par rapport à la dialyse. Bien entendu, ça nécessite beaucoup de préparation, s'assurer que l'on est compatible. Et la meilleure greffe que vous pourrez recevoir, eh bien, c'est une greffe de donneur vivant. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui n'est pas apparenté biologiquement, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint. Bien entendu, cette personne, elle doit être en bonne santé. Bien entendu, si elle a une maladie des reins, par exemple, on ne va pas accepter qu'elle donne un rein. Mais on va faire une évaluation complète de cette personne et on va pouvoir ensuite garantir que le fait que cette personne donne un rein va lui faire courir un risque qui est très minime et que cette personne devrait rester toute sa vie en bonne santé, même avec un seul rein. Donc ça, c'est très important. Les risques médicaux vont être limités et puis, les gens rapportent ça comme une expérience positive en général. Alors, des fois, quand c'est quelqu'un de la même famille, il faut faire des tests pour s'assurer qu'ils n'ont pas la MPR. Alors souvent une question me disent, mais oui, mais mon conjoint ou mon ami voudrait me donner un rein, mais il n'est pas compatible parce qu'il n'est pas du même groupe sanguin que moi. Alors ça, c'est le problème. Mais maintenant, il y a des choses qui ont été développées au Canada, c'est les dons croisés. Donc l'idée, c'est que, eh bien, il y en a un qui va donner son rein, non pas à sa conjointe, mais peut-être par exemple à la conjointe d'un autre malade. Et puis, en échange, eh bien, dans l'autre paire, si on peut dire, eh bien, c'est l'autre conjoint qui va donner son rein. Donc, vous voyez, on fait des échanges de reins. Tout ça est très encadré. On veut s'assurer que c'est bien fait, mais ça fonctionne d'une façon qui est extraordinaire et qui permet de maximiser la possibilité de recevoir une greffe de rein. Alors, j'ai quelques diapos supplémentaires si vous avez des questions, notamment sur les autres aspects de la polykystose qu'on n'a pas abordés. Mais je vous propose qu'on prenne là encore là, un petit moment là, de questions et je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions puisque le temps file. Alors, Alors, est-ce qu'on aurait soit en ligne dans le clavardage ou en direct des questions pour le docteur Bollé? alors, super.
Après une greffe rénale, les symptômes associés à la MPR disparaissent, concrètement la fatigue. Alors, d'abord, il faut savoir que pour faire la greffe, alors dans les symptômes de la MPR en général, il y a des symptômes qui sont liés à l'insuffisance rénale. Donc ces symptômes de fatigue et tout ça vont s'améliorer clairement avec la greffe. Après, il y a des symptômes aussi qui sont liés au fait qu'on a des gros reins qui sont un gros fardeau à porter qui peuvent faire mal. Alors déjà, il y a un certain nombre de cas, si les reins sont très gros, on va souvent enlever un rein par chirurgie avant la greffe ou pendant la greffe. Mais par contre, s'il reste quand même un gros rein, on ne peut pas exclure qu'il reste un petit peu de douleur, de choses comme ça. Mais en général, les symptômes, la qualité de vie vont s'améliorer avec la greffe. Je regarde s'il y a d'autres choses sur la greffe. Oui, est-ce qu'il y a un âge limite pour recevoir une greffe de rein? J'ai 77 ans. Alors, en vrai, c'est une question qui est un peu compliquée parce que ce serait pas honnête de vous dire qu'on peut être greffé jusqu'à 120 ans. Mais la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas d'âge limite pour recevoir une greffe. En réalité, la limite, c'est plus une limite d'état de santé qu'une limite d'âge. Et même après 75 ans, si on est en très bonne santé par ailleurs, en dehors de l'insuffisance rénale, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est une contre-indication à la greffe. Donc, bien entendu, ça nécessite une évaluation individuelle. Alors, comment trouver un équilibre dans la consommation adéquate de protéines et le risque de tomber en anémie par manque de fer? Bon, en général, c'est rare de tomber en anémie par manque de fer si on n'a pas des problèmes par exemple, qu'on a des menstruations abondantes ou des saignements. Donc, je dirais qu'avec une alimentation équilibrée, vous aurez certainement assez de fer. Donc la consommation adéquate de protéines, bon, c'est pas super simple comme ça de quantifier dans l'assiette pour chacun. Je peux pas donner une réponse générale facile, mais je pense que je vous suggérerais simplement, si vous avez accès à une nutritionniste une fois, je trouve que c'est encore l'idéal de recevoir un conseil comme ça. Et puis encore une fois, sinon il y a aussi, il me semble, sur le site de la fondation et sur le site et puis par ailleurs, il y a des documents, il y a des guides alimentaires qui sont très bien faits. Donc ça, je vous conseille vraiment. Et puis pour ce qui est la diète keto, bah ça j'ai dit un petit peu, on ne sait pas trop encore. Pour ce qui est l'Ozempic, bah non, ça va pas, c'est pas prouvé que ça a un effet positif sur la polykystose. Donc si on n'a pas d'autres raisons d'en prendre, la polykystose ne va pas être une raison d'en prendre. Les douleurs, ben c'est sûr que c'est un symptôme malheureusement qui est fréquent hein, dans la polykystose. Vous voyez, j'avais une diapositive là-dessus. Ça peut être lié à plein de choses, une pierre au rein, une infection, tout simplement un kyste un petit peu qui saigne. Je pense que surtout ce qui est important, c'est de faire la différence entre une douleur exceptionnelle et puis une douleur qui revient un petit peu. Pour le médecin, c'est pas si évident non plus. Et puis moi, comme médecin, j'essaye de me retenir de faire tout le temps des scans aux gens parce que sinon, les gens finissent ça fait beaucoup de scans et puis c'est pas très bon d'avoir que des scans à longueur de temps. Donc, c'est pas très simple de répondre à ça. Mais ça peut être de se faire examiner par le médecin, voir si on a de la fièvre, voir si on a beau très mal. Tout ça, c'est des signes d'alerte qui vont inciter à faire un peu plus de tests. Alors, il y a une question sur les anévrismes. Ça, c'est une question qui est importante. Les anévrismes, vous savez, c'est des petites malformations dans les artères, comme une sorte de petit sac, une petite boule sur les artères. Et puis, dans la population générale, on est tous à risque d'avoir un anévrisme, notamment au cerveau. Alors, le risque d'un anévrisme, c'est qu'il y a un risque au cours de la vie qui se mette à saigner, que ce petit sac qui se rompe et qui saigne. Et c'est très grave, ça, ça fait une hémorragie cérébrale. Alors, ce risque-là, il existe dans la population générale, mais il est un petit peu plus élevé chez les gens qui ont la polykystose. Il est encore nettement, je dirais, plus élevé chez les gens qui ont la polykystose, plus qui ont une histoire dans leur famille de gens qui ont eu des anévrismes. Alors, si on est dans une situation comme ça, c'est très recommandé de faire un dépistage d'anévrisme en faisant une résonance magnétique du cerveau. Par contre, si on a la polykystose, mais qu'il n'y a rien dans la famille qui indique qu'il y en est, eh ben ça, c'est un peu plus au cas par cas. On va discuter avec les patients, mais moi, je leur offre systématiquement, de plus en plus, c'est ça qu'on va recommander,
On va expliquer c'est quoi, comment on peut dépister, c'est quoi les avantages et les inconvénients. Et puis, ça peut être raisonnable s'il n'y a aucun autre facteur de risque de ne pas faire de dépistage. Mais je trouve que c'est bien aussi de le faire, de l'offrir. Donc, on doit discuter avec les patients. Puis surtout, ce qui est important, c'est de limiter les facteurs de risque de rupture d'anévrisme, tabac, alcool en excès et hypertension. Et d'être attentif, bien entendu, si on a des bonnes têtes. Alors, je vois une autre question qui est très importante aussi. Comment entamer le processus de transplantation préemptive? C'est pas facile parce que, il y a beaucoup de personnes qui disent, ben, moi, je sais pas comment en parler avec mon entourage. C'est pas facile, de réclamer un rein. C'est dur, mais bien entendu, c'est difficile. Alors, il y a un programme provincial pour augmenter, puis qui fonctionne bien parce qu'il y a de plus en plus de greffes à donneurs vivants au Québec. Puis je veux saluer d'ailleurs mon collègue, le docteur Paquet au CHUM, qui est le leader là-dessus. Il y a un gros travail de fait et on continue ça. Donc il y a des sessions d'information qui existent pour aider justement les gens à, à savoir comment aborder cette question. Je pense que là, il faut en parler, faut que l'information circule. Bah oui, je risque d'avoir besoin d'un rein, puis j'espère, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui me donne un rein. Je te mets pas la pression, mais j'entends que c'est pas facile, mais d'en parler, souvent les gens, une fois qu'ils réussissent à en parler, ça va mieux. Puis moi, je constate que il y a beaucoup de solidarité, de générosité, mais après, il faut pas non plus se sentir coupable si on se sent pas de donner un rein parce que ça nous fait peur. Mais voilà. Une dernière point sur la greffe, c'est que le nouveau rein ne peut pas développer de kyste. Ça, c'est pas possible puisque le nouveau rein, il vient de quelqu'un qui n'a pas le gène anormal de la polykystose. Alors voilà, ça est passé très vite et on est au bout de la présentation. Alors Alexandra, si vous voulez ajouter quelque chose, mais sinon ben, je vais peut-être m'arrêter là. Ben oui, effectivement, notre temps est presque écoulé. J'aimerais remercier tout le monde pour les questions, soit qui nous ont été soumises à l'avance. C'est toujours très pertinent. Et puis, Dr. Bollé, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui et d'avoir partagé votre connaissance et votre expertise avec la communauté. J'ai moi-même appris beaucoup de choses pendant la présentation, donc très instructif. Nous vous en sommes très reconnaissants. Donc, je vous remercie, puis bonne fin de journée à tous les participants. Merci. Merci à vous.